Nous sommes vendredi 24 juin 2022. Voici les titres de ce 13h. 30e session ordinaire de l'Assemblée générale des sociétés d'État présidée par le Premier ministre Albert Ouedraogo ce 23 juin 2022. Une occasion pour les entreprises publiques de faire le point de l'utilisation des ressources publiques mises à leur disposition au cours de l'année 2021. Il sera également question dans ce journal de l'installation des membres de la délégation spéciale de la région du Centre par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Leur principale mission, poursuivre les actions de développement au profit des populations. Et puis Coupe d'Afrique des Nations féminines 2022, les étalons dames rejettent catégoriquement la prime que leur propose leur ministère de tutelle. Les protégés de Pascal Sawadgo exigent 2 millions de francs CFA contre 600 000 francs annoncés par le ministère des Sports. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le commandement des opérations du Théâtre national était face à la presse ce 24 juin afin d'annoncer la poursuite des opérations à Seitenga pour permettre de mettre hors d'état de nuire les responsables de cette attaque qui a officiellement fait 86 morts. Le COTN a également fait le point sur l'aide humanitaire à apporter aux populations et a aussi fait un focus sur les grandes décisions prises au cours de la session du Conseil supérieur de la défense. S'agissant des zones d'opérations militaires décidées au cours du dit conseil, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni a apporté des précisions que je vous propose de suivre dans cet extrait. Il est interdit toute présence ou activité humaine au risque de s'exposer aux effets des opérations militaires qui y seront conduites. Un délai de 14 jours sera accordé aux populations résidentes pour rejoindre des zones plus sécurisées. La prise de cette décision s'explique par un impératif de distinction. Face à une hybridité de la menace, il est très important de distinguer les amis des ennemis, ce qui est un principe clé du droit international humanitaire. C'est pourquoi je voudrais inviter les citoyens, encore républicains, à évacuer ou éviter les dites zones. La troisième décision concerne l'interdiction de circulation d'engins motorisés dans les zones à fort défi sécuritaire. Il est décidé d'interdire pendant une période de 3 mois la circulation de motos de type Aloba, Sanili ou Fortune, ainsi que les tricycles à usage de transport de passagers dans les zones à fort défi sécuritaire. 8 régions administratives sont concernées par cette mesure. Il s'agit des régions de la Boucle du Moun, des Cascades, du centre-est, du centre-nord, de l'est, des hauts-bassins, du nord et du Sahel. Les autorités administratives compétentes préciseront les provinces, les communes, les villages concernés par cette mesure. Dès la prise de cette mesure, les contrevenants s'exposeront aux défis, aux risques liés aux opérations militaires. Une fois de plus, ces décisions répondent aux besoins de distinction et de réduction des capacités opérationnelles des groupes armés. Nous poursuivons ce journal avec les travaux de la 30e Assemblée générale des sociétés d'État qui ont débuté ce 23 juin à Ouagadougou. Durant 48 heures, les participants pourront examiner les performances et contre-performances des entreprises publiques. Présidées par le Premier ministre Albert Ouedraogo, ce sont en tout 22 entreprises qui sont appelées à rendre compte de leur gestion de l'année 2021. En somme, on peut déjà retenir que des efforts sont encore à faire pour atteindre les résultats escomptés. Un reportage de Nadine Zongo. Rendre compte de l'utilisation des ressources publiques mises à la disposition des sociétés d'État pour leur fonctionnement et aussi les résultats engrangés courant 2021. C'est visiblement un devoir de redevabilité qui a conduit à l'organisation de cette Assemblée générale des sociétés d'État. 30e du genre, cette édition qui se tient les 23 et 24 juin est consacrée à l'examen des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2021 de 22 entreprises. On va notamment passer en revue tous les compartiments du fonctionnement de ces sociétés d'État
donc les aspects liés à la gestion financière, les aspects liés à la gestion des ressources humaines, mais également nous allons examiner donc les aspects liés à la gouvernance et au mode de contrôle interne et externe. Et bien entendu, nous allons examiner les performances économiques et financières de ces sociétés d'État. Parlant des performances des sociétés d'État, le chef du gouvernement a laissé entendre que les entreprises ont été résilientes. En dépit des contingents qui ont marqué l'année 2021, les 22 entreprises concernées enregistrent un chiffre d'affaires cumulé de 19,26% par rapport à 2020 qui était légèrement en baisse. Leur contribution au budget national représente un cinquième des recettes budgétaires de l'État au 31 décembre 2021. Par ailleurs, le résultat net consolidé des sociétés d'État s'est établi à plus de 232 milliards, soit une hausse de 38 milliards de francs CFA. En matière de création d'emplois, ces sociétés enregistrent plus de 9 000 agents contre un peu plus de 8 000 agents en 2020. Malheureusement, pour 2021, 3 des 22 entreprises concernées par le présent examen sont déficitaires. De façon globale, la performance est satisfaisante, mais à certains égards, ici d'intensifier les efforts en matière d'amélioration de la performance de nos différentes sociétés d'État. Alors, les goulots d'étranglement sont multiples d'une société à une autre, mais pour ce qu'on peut retenir, l'essentiel, c'est que les sociétés d'État se doivent de redoubler d'efforts. Cette 30e Assemblée générale des sociétés d'État est donc le lieu pour ces acteurs avertis de trouver des solutions pour améliorer les performances des sociétés d'État. Sur la base des rapports qui sont produits aussi bien par les dirigeants que par les organes de contrôle, nous allons mettre en œuvre, nous allons recommander des mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement de ces sociétés. Bien entendu, les sociétés qui auront été déficitaires, en tout cas, nous allons prendre des mesures fortes. Bien sûr, et également les sociétés qui auront été moins performantes par rapport aux années antérieures, également des mesures seront prises. Rappelons que la 30e Assemblée générale des sociétés d'État se déroule du 23 au 24 juin 2022 et réunit entre autres les présidents des conseils d'administration et les directeurs généraux des sociétés d'État. Les performances de 22 entreprises publiques, dont 19 sociétés d'État et 3 établissements publics de prévoyance sociale, seront étudiées au cours de cette 30e édition de l'Assemblée générale des sociétés d'État. Célébration de la journée des Nations Unies pour la fonction publique au Burkina Faso. Le département de Bassolma-Bazié a officiellement lancé les activités commémoratives de cette journée ce 23 juin dans la salle de conférence de l'ENAM. Placé sous le thème « La modernisation de l'administration publique burkinabé dans un contexte de crise », le gouvernement burkinabé entend bien faire des efforts pour une administration plus performante. Et c'est avec Michael Tougré. Face à la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso, l'un des secteurs les plus affectés reste l'administration publique. Des milliers d'écoles ont déjà fermé et des fonctionnaires obligés de quitter leur lieu de travail. Dans un tel contexte, l'administration publique burkinabé est obligée de se réadapter en vue d'être résilient face aux défis sécuritaires afin de continuer à offrir aux populations les différents services. Beaucoup de collègues, beaucoup d'agents publics qui ont perdu la vie en voulant servir l'administration publique dans des endroits dangereux. On a beaucoup qui ont dû fuir, privant ainsi les localités dans lesquelles ils étaient du service public, de la présence de l'État, de l'accompagnement de l'État dans leur vie. Et nous avons engagé le débat justement au cours de la commémoration de cette journée pour réfléchir ensemble, voir qu'est-ce que nous pouvons trouver, qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre pour soulager toutes ces personnes-là qui, au nom de l'État, au nom du service public, sont en train de subir sur le terrain, de risquer leur vie. En commémorant ce jour, 23 juin, la journée des Nations Unies pour la fonction publique, il est question de mettre en valeur le rôle de l'administration publique dans le processus de développement. Et pour cette édition 2022, le département du ministre Bassolma-Bazié veut axer les réflexions sur la modernisation de l'administration publique burkinabé dans un contexte de crise sécuritaire. Conscient de cela, mon département a identifié des chantiers prioritaires, au nombre desquels
la modernisation du dispositif de gestion des ressources humaines publiques, le déploiement efficient des hommes et des femmes au service de l'administration publique et la mobilisation efficiente de toutes compétences. Par ailleurs, ces dernières années, des efforts ont été consentis par l'État burkinabé pour moderniser le dispositif de gestion des ressources humaines publiques qui se sont traduits notamment par la gestion électronique du processus de recrutement, la mise en place d'un guichet unique de traitement des actes de carrière, l'expérimentation au sein de mon département d'une nouvelle organisation du cadre de travail sur un mode anglo-saxon appelé Open Space. Une attestation de reconnaissance a été décernée à la Banque mondiale, un partenaire privilégié du Burkina Faso pour une administration publique de qualité. Cette attestation reconnaît le mérite de la Banque mondiale pour son apport dans la modernisation de l'administration publique burkinabé et la promotion de la bonne gouvernance. Multilatéralisme et financement du développement. C'est sous ce thème qu'a été placée la conférence publique organisée par l'École nationale des régies financières ce 23 juin 2022. Une conférence animée par l'ancien ministre de l'économie et du développement et ancien administrateur de la Banque mondiale, Seydou Bouda, avec pour objectif de partager avec les élèves fonctionnaires de l'ENAREF les réalités du multilatéralisme et du financement multilatéral. Maxime Jean-Eudes Bambara pour le compte-rendu. Au présidium de cette conférence publique sur le multilatéralisme et le financement du développement, Seydou Bouda, ancien ministre de l'économie et du développement et ancien administrateur de la Banque mondiale. Il est question de partager avec ses élèves fonctionnaires de l'École nationale des régies financières ENAREF les réalités du multilatéralisme et les mécanismes de financement multilatéral. Le multilatéralisme, c'est un mécanisme organisé par la Société des États pour régir, dans le cadre d'un pacte de bonne entente, la vie au sein de cette planète que nous appelons notre Terre. Et le multilatéralisme couvre l'étendue des relations et des accords entre États, qu'il s'agisse de l'aide publique au développement, qu'il s'agisse de l'aviation civile internationale, qu'il s'agisse de l'environnement. Presque dans tous les domaines, il y a du multilatéralisme. L'importance du multilatéralisme pour le développement des pays n'est plus à démontrer selon l'ancien ministre de l'économie et du développement. Il en veut pour preuve le financement dont bénéficie le Burkina Faso de la part des institutions multilatérales. À en croire le conférencier, les institutions multilatérales sont la première source de financement extérieur. Le multilatéralisme contribue au financement du développement du Burkina Faso à travers les institutions que la communauté internationale a mises en place pour appuyer le développement des pays qui en ont besoin. Les appuis extérieurs viennent en soutien à un pays qui conduit son développement. Il ne se substitue pas aux politiques publiques qui doivent être mises en place par le pays pour promouvoir son développement global et sectoriel. Recevoir l'aide au développement est une chose et en faire un usage efficient et efficace en est une autre. Pour l'ancien ambassadeur du Burkina Faso auprès des États-Unis d'Amérique, entre 2011 et 2014, il revient au Burkinabé d'élaborer de bonnes politiques publiques pour assurer leur développement. Toujours ce 23 juin, le ministre en charge de la sécurité, le colonel-major Omer Bationo, a procédé à l'installation des membres de la délégation spéciale de la région du Centre. Ces membres ont pour mission de relever les enjeux liés à la décentralisation. Et on rappelle, le 1er février dernier, les nouvelles autorités burkinabées ont dissous les conseils de collectivité et territoriales. Je vous laisse avec Sarah Kaboré et Wenlasida Kaboré pour le compte-rendu. Je vous déclare officiellement installé ce jour, jeudi 23 juin 2022, dans vos fonctions de membre de la délégation spéciale de la région du Centre. Toutes mes félicitations
et tous mes encouragements. À travers cet acte solennel, le gouverneur de la région du centre, Abdoulaye Bassenga, est désormais celui qui est chargé de conduire la délégation spéciale du centre. Fort de ses 33 membres, cette délégation a pour mission de poursuivre les actions de développement au profit des populations du centre. Leur mission intervenant dans un contexte de défis sécuritaires, le ministre de l'administration territoriale invite la nouvelle délégation à un sursaut patriotique pour relever les défis. Principalement au niveau de la délégation spéciale, il faut assurer donc assurer les affaires courantes, gérer les affaires au profit des populations et surtout beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices en ces moments très difficiles et mettre l'accent surtout au bénéfice des populations parce qu'ils sont là pour cela. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes. Comme on l'a dit, c'est un sacerdoce, c'est un sacrifice. Donc il va falloir donc jouer son rôle et être redevable donc aux populations. Le président de la délégation spéciale dit mesurer l'ampleur de sa mission. Dans les jours à venir, les membres de cette délégation spéciale se retrouveront autour de l'organe délibérant pour identifier tous les défis majeurs de la région du centre. Les préoccupations des populations demeurent les mêmes, même si les conseils municipaux ont été dissous. Et c'est donc le rôle de la délégation spéciale régionale d'œuvrer à ce que les préoccupations des populations soient prises en compte. C'est ça qui explique et justifie d'ailleurs la mise en place des 3 commissions. La commission Affaires générales, sociales et culturelles, la commission économie et développement, la commission développement local. Et ces 3 commissions, en plus des 2 vice-présidents, doivent se retrouver très rapidement en session extraordinaire. Les sessions seront tenues régulièrement et de manière publique, selon Abdoulaye Bassenga, qui invite les populations à y participer. Le ministre Omer Bationou est revenu sur les difficultés qui ont retardé la mise en place des délégations spéciales. Selon lui, il a fallu relire le décret qui assure les conditions d'installation pour ensuite procéder à l'élaboration d'une feuille de route. Tout compte fait, Omer Bationou dit être satisfait de l'état d'avancement des travaux. C'est essentiellement des malentendus. Dans tous les cas, toutes ces difficultés sont résolues à travers l'article 24. Vous savez que les structures doivent être installées de façon consensuelle. Et là où il n'y a pas de consensus, la délégation spéciale s'installe sans cette structure le temps qu'elle puisse trouver un consensus. Mais dans l'ensemble, tout se passe très bien. Vous avez par exemple dans la boucle du Mouhoun, il y a déjà 44 qui sont installés, il ne reste que 3. Il ne reste que 2 ou 3 installés. Et les difficultés aussi étaient liées aux communes à statut particulier, notamment la région du centre et la région des Hauts-Bassins. Mais depuis quelques jours, nous avons donc nommé les présidents des délégations spéciales d'arrondissement. Nous sommes confiants. À la date du 22 juin, les délégations spéciales de 239 communes sont déjà mises en place et 111 sont en cours d'installation, ajouté Omer Bationou. Il y a de cela quelques jours, le président du Faso a décidé de la création de 2 zones d'intérêt militaire, notamment dans les régions de l'Est et du Sahel. Cependant, que faut-il comprendre par zone d'intérêt militaire? Comment l'État compte-t-il s'y prendre pour déloger les populations des zones délimitées? L'expert en sécurité Mamadou Savadgo donne des éléments de réponse dans ce reportage de Maxime Jean-Eudes Bambara. Deuxièmement, de l'interdiction formelle aux populations civiles de résider ou de mener des activités dans certaines zones d'opération militaire. Loin d'être une surprise, la création des zones d'intérêt militaire avait été annoncée par le président du Faso dans son discours du 1er avril dernier. À l'issue du Conseil supérieur de la défense nationale du 20 juin dernier, on en sait désormais un peu plus sur cette décision. 2 régions sont concernées, notamment les régions de l'Est et du Sahel. Pour l'expert en sécurité Mahamoudou Sawadgo, la création de ces zones d'intérêt militaire va permettre aux forces de défense et de sécurité de reprendre le contrôle de certaines zones stratégiques longtemps occupées par les groupes terroristes. C'est une zone où la priorité est donnée aux opérations militaires. C'est une zone où la présence des populations elle est interdite et même la circulation et les déplacements seront interdits dans cette zone. Et vous voyez que ces zones ont été délimitées en fonction des régions. Et nous avons 2 régions, la région de l'Est. Et au niveau de la région de l'Est, nous avons une zone stratégique. Et si vous remarquez la délimitation, elle concerne
presque toute la bande frontalière avec le Togo et le Bénin. Et aussi, elle concerne uniquement les concessions de chasse. Nous en avons 11 dans la région de l'Est et toutes les concessions étaient sous contrôle des groupes armés terroristes. Et donc, l'avantage ici, c'est que ça va permettre effectivement de reprendre le contrôle de ces zones. Dans la région de l'Est, la zone d'intérêt militaire délimitée couvre les provinces de la Tapoa, de la Kompienga, de la Komandjari et du Gourmand. Elle s'étend également sur les aires protégées de la région, notamment les réserves d'Arli, de Kourtiagou, de Madjouari et celles de Pama, Sengou et du parc national W. Au Sahel, la zone délimitée concerne la ligne frontalière Burkina Faso-Mali au nord, les localités de Soumbela, Gaskindé, Oka et Souma à l'est, les localités de Souma, Filio et Damba au sud et les localités de Tem et Pongol-Djambé à l'ouest. Mais comment l'État va-t-il s'y prendre pour convaincre les populations de quitter ces zones? Effectivement, la difficulté pour l'État va être de convaincre les populations de quitter ces zones. Et d'ailleurs, ces zones qui ne contrôlent pas depuis des années. Alors, est-ce que ces populations vont entendre ça de cette même oreille? Ou bien est-ce que les populations vont plus écouter les groupes armés terroristes qui les gouvernent depuis déjà 3-4 ans? Et étant donné qu'il y a un problème d'autorité, il y a une autorité, et l'autorité de l'État est contestée dans ces zones. Donc, quelle est la poigne que l'État va prendre pour inciter ces populations à quitter? Et sans quoi aussi, on va avoir effectivement des drames, on va avoir beaucoup de dommages collatéraux. Et cela va encore renforcer ce sentiment de frustration et d'injustice de la part des populations. Si pour certains, le déguerpissement des populations va poser un problème de résilience, pour l'expert en sécurité, cette décision va plutôt permettre de protéger les populations et éviter des victimes collatérales, donc des exactions. C'est un couteau à double tranchant parce que lorsqu'on décide de déclarer une zone d'intérêt militaire, ça veut dire qu'au préalable, il y a des consignes qui sont données aux populations de quitter les lieux. Et normalement, toute population qui est soumise à une autorité doit exécuter les injonctions de cette autorité. Donc, en principe, après le délai, normalement, l'État n'est plus tenu, l'État n'est plus responsable de ce qui va arriver dans ces lieux parce que l'État a donné les délais, mais encore faut-il que l'État donne tous les moyens nécessaires ou bien ouvre des couloirs pour permettre à ces populations de quitter ces zones. L'autre difficulté, c'est comment éviter que les groupes terroristes s'infiltrent et se déplacent avec les populations. Pour Mahamoudou Sawadgo, la mission s'annonce difficile, certes, mais c'est à l'armée de prendre le temps pour trier le bon grain de l'ivraie. Et puis, dans la nuit du mardi 21 juin 2022, aux alentours de la base aérienne de Ouagadougou, est survenu un incident qui a malheureusement coûté la vie à 2 civils et fait un blessé. Le parquet militaire a indiqué à travers un communiqué qu'une enquête est ouverte afin de situer les circonstances exactes et les responsabilités. Suite à cela, nous restons toujours avec l'expert en sécurité Mamadou Sawadgo qui nous invite à mettre en pratique ces quelques conseils sur le comportement à tenir en cas de tir de sommation. Écoutons-le à présent au micro de Maxime Jean-Eudes Bambara. D'abord, lorsqu'on arrive nouvellement dans une ville ou bien lorsqu'on n'a pas l'habitude de venir dans une ville, il faut se renseigner pour voir quelles sont les zones interdites, quelles sont les zones sensibles, quelles sont les zones rouges. Et cela nous permet effectivement de ne pas nous retrouver dans des situations où ces 2 civils se sont retrouvés. Maintenant, lorsque nous entendons des tirs, des coups de feu, inutile de courir partout. De notre position, c'est-à-dire de l'endroit où nous sommes, nous devons essayer de regagner rapidement un abri, un objet ou une mesure de protection, derrière un abri solide. Et chercher maintenant à comprendre d'où viennent les tirs avant d'aller sur le côté opposé. Et lorsqu'on se met à courir, peut-être même qu'on est en train d'aller vers le danger sans savoir. Dans ce genre de situation, il n'est pas conseillé d'aller vers les camps parce que les sentinelles seront en alerte. Et ce n'est pas évident qu'avec la peur et le stress, on entende les sommations des sentinelles. Et ça peut conduire effectivement à un drame. Comme je l'ai dit, la meilleure manière effectivement, c'est de rester sur place, de chercher un abri et de s'abriter le temps qu'on puisse trouver exactement ce qui se passe. Et lorsqu'on entend aussi des tirs, et la meilleure manière, c'est lorsqu'on a son téléphone sur soi, comme je l'ai dit, c'est d'appeler à l'aide parce que se diriger vers les casernes
augmente le risque pour vous. Comme je l'ai dit, il n'est pas permis à n'importe qui de rentrer dans des casernes et les casernes ne vont pas laisser aussi toute personne qui est en train de fuir rentrer parce que la caserne est un endroit sensible, est un point stratégique et donc ce n'est pas conseillé de se diriger vers là, c'est plutôt conseillé de demander de l'aide, d'appeler la police ou la gendarmerie ou bien une personne qu'on connaît et afin que la personne puisse nous chutier parce que généralement ceux qui sont hors du champ de tir peut-être ont plus même l'information qui sont sous le feu. Donc je pense que c'est la meilleure attitude à adopter lorsqu'on est vraiment confronté à ce genre de menaces ou à ce genre d'incidents. Solidarité dans ce journal. Les ressortissants du Sahel, avec à leur tête le député Ama Sambaré, ont lancé ce jeudi, au cours d'une conférence de presse, une opération intitulée Initiative Coup de compassion pour Seitenga. Le projet a pour but de collecter des fonds en nature ou en espèces en vue d'aider les populations déplacées internes de Seitenga à Dori. Un reportage de Mamitriana Kamabou. Cette conférence de presse marque le lancement d'une opération dénommée Initiative Coup de compassion pour Seitenga. Initiée par le député Ama Sambaré, cette opération a pour objectif de mobiliser des ressources matérielles ou financières pour venir en aide aux personnes déplacées internes de Seitenga à Dori. Ama Sambaré fait appel aux opérateurs économiques, la diaspora burkinabé et à toute personne de bonne volonté à soutenir cette initiative afin de soulager un tant soit peu ces déplacés internes. Nous attendons à ce qu'effectivement chacun d'une manière ou d'une autre fasse un geste vraiment de cœur pour ces populations qui sont victimes de la situation en fait des barbaries des terroristes. Donc nous avons pensé qu'il était effectivement opportun, même si c'est une opportunité malheureuse, pas souhaitée, au moins de réunir ces fils et filles du Sahel afin qu'ils apportent en fait leur aide à leurs confrères, à leurs consoeurs, afin que cette situation dans laquelle ils vivent, ils puissent effectivement tenir. À en croire les conférenciers, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de cette opération. Les dons reçus seront enregistrés et acheminés à qui de droit dans la transparence selon les initiateurs. Pour parfaire cette opération, plusieurs commissions ont été également mises en place pour prendre en charge des volets spécifiques de cette collecte. Cette initiative de collecte s'étend sur 15 jours. Il y a 3 numéros qui ont été donnés pour pouvoir recevoir tout ce qui est finance. Et c'est les mêmes personnes parce qu'il y a une commission finance qui a été mise en place. Naturellement, il y a toute une organisation en fait autour de ça. Il y a la coordination de l'opération, il y a des sous-commissions, notamment la commission finance, la commission mobilisation et information et la commission suivi évaluation. Donc la commission finance, il y a des numéros qui ont été déjà donnés et c'est à partir de ces numéros que les fonds peuvent être reçus. Mais cette même commission a également aussi la charge de recevoir tout ce qui est matériel. À la date du 18 juin 2022, 21 173 personnes déplacées internes ont été enregistrées et 2 726 ménages provenant de 24 villages se sont retrouvés à Dori. CAN féminine Maroc 2022. Le ministère des Sports se heurte à un refus catégorique et collectif des étalons dames face à sa proposition de 600 000 francs CFA comme prime de sélection. Les footballeuses de l'équipe nationale du Burkina, elles, réclament 2 millions de francs CFA. Des précisions avec Assami Tiamtoré. Grogne au sein des étalons dames, le passage des agents du ministère des Sports pour le paiement des primes a débouché à une impasse. Face à la proposition de payer 600 000 francs, incluant les primes de qualification et les diverses autres primes, les filles ont opposé un refus catégorique. Montant jugé dérisoire et absolument pas en adéquation avec leur statut d'international en route pour la CAN. Le ministère nous a proposé 300 000 francs comme prime de qualification à la CAN, 200 000 francs comme prime de regroupement et 100 000 francs comme prime de sélection. Donc le tout à 600 000 francs. Chaque joueuse 600 000 francs avant d'aller à une CAN, c'est bon, c'est déjà bien, mais nous trouvons que c'est pas assez. Nous, on a refusé parce que sincèrement,
c'est trop peu même. Ça veut dire que le Togo, c'est vrai qu'on a dit de ne pas se comparer, mais il faut qu'on parle. Le Togo a pris 5 millions. Supposons 5 millions chacune. Le Togo peut nous gérer. Autant donner la responsabilité même à ces joueuses. Ils peuvent nous gérer même. 5 millions chacune pendant que nous sommes là. Le tout, ça fait 600 000. On ne pouvait pas accepter ça. Prime insuffisante, manque de considération et de prise en charge, les étalons dames dénoncent. C'est honteux. Vraiment, sincèrement dit, c'est honteux. C'est quand même l'étalon A. On ne s'attendait même pas à ça. Pendant que les autres sont bien logés, nous on est là calés avec des... Nous sommes presque dans la brousse, on a vu pratiquement des serpents. Et puis l'autre nuit, c'était aux environs des 21h, il y a le gardien, même, on a dû interpeller le gardien pour qu'il tue le serpent. C'est un peu risqué. Imagine aussi le serpent rentre et puis il touche à un enfant ici. Nous ne sommes pas avec nos parents, nous ne sommes pas en sécurité. Voilà, c'est ça. Même côté nourriture, on nous donne les jus Calipo. C'est comme les enfants de la maternelle et puis on veut les flatter pour qu'ils partent à l'école. Calipo de 200. À midi, pour manger aussi, comme jus, on nous donne un bidon de Dafani pour 6 verres. Donc ça veut dire 6 personnes s'assoient à 6 par table. Donc vraiment, côté nourriture aussi, on a souvent, les gens la mangent à moitié, on s'entraîne, on dépend de l'énergie, mais sincèrement dit, on ne gagne pas. On dépense, mais on ne gagne pas d'énergie. Et les conditions ici, c'est pas trop ça, sincèrement. Regarde ici, c'est comme vous-même vous avez constaté, il y a les mouches dans les chambres là. Sincèrement, même la dernière fois, il y a une même qui a croisé serpent même. Dans les chambres là, il y a les moustiques. En tout cas, même au niveau de la respiration, c'est pas trop ça. Manger là même, on mange parce qu'on veut manger. Le jus là, un paquet de jus 6 personnes. Outre les problèmes de primes, les étalons dames dénoncent les conditions de préparation qu'elles jugent pitoyables. On s'attendait à faire au moins une semaine à l'étranger, se mettre dans la peau, voilà, se mettre dans l'ambiance de la compétition. Bon, à défaut de ça, nous sommes restés au pays, nous sommes préparés contre des garçons. Au lieu des 300 000 francs qu'ils nous ont proposés, nous demandons au minimum 2 millions comme prime de qualification à la CAN et 400 000 francs comme prime de regroupement et 500 000 francs comme prime de sélection, au minimum. Eux-mêmes, ils savent que non. On compte sur eux, ils comptent sur nous aussi, parce que ce ne sont pas les filles uniquement qui jouent, c'est le pays en somme. Donc si on parle à l'extérieur aussi, c'est pour le pays. Quand on chante l'hymne aussi, c'est le Burkina Faso on représente, donc je pense qu'ils peuvent mieux faire. Alors que l'on pensait la route pour la CAN désormais saine, que surgissent ces problèmes de primes dont on se serait bien passé. À 10 jours du début de la phase finale et surtout au moment où les autres font preuve de cohésion, au Burkina Faso, on en est encore à régler des soucis de primes. Parfois, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, mais plutôt parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain.